Merci. Monsieur le Président, chers collègues, chers amis chinois, la télémédecine est un formidable espoir pour près de 2 milliards de personnes qui aujourd'hui n'ont pas accès à des soins médicaux à travers le monde. Pour eux, aujourd'hui, ce n'est plus un rêve d'avoir accès à des soins médicaux, ça devient une réalité. Tous les pays aujourd'hui développent la télémédecine, car tous les pays ont des populations qui ont des difficultés d'accès aux soins. J'ai choisi dans cet exposé de ne pas vous parler de la technologie, des outils qui sont utilisés pour la télémédecine. Il fallait faire un choix. Comme l'a rappelé hier M. Jean-Marie Dru, il y a aujourd'hui une foison d'innovation dans le domaine du numérique, avec chaque année des forums qui présentent des outils numériques dont un certain nombre peuvent être utilisés dans le champ de la santé. Il y a énormément de jeunes ingénieurs qui créent des start-up et qui font des inventions aujourd'hui en espérant accéder à un marché qui permet, je dirais, qui leur permettra, disons, de se faire une réussite dans le domaine économique. Donc je n'aborderai pas ces outils, on appelle ça la boutique du numérique. Lorsque vous ferez de la télémédecine, vous irez chercher l'outil qui correspond le mieux à votre pratique. On l'a déjà dit hier, je vais passer très vite sur cet aspect, mais vous voyez sur cette diapositive que tous les continents vont connaître un phénomène de vieillissement. L'Europe peut-être de façon plus importante qu'ailleurs, mais vous voyez que tous les continents vont être touchés d'ici 2050 par une augmentation du pourcentage de personnes âgées de plus de 65 ans. Ce qui signifie, comme on l'a dit hier après-midi, que les maladies chroniques liées au vieillissement vont se développer et que la demande de soins est en train d'exploser. Et donc nous sommes aujourd'hui amenés à réfléchir, et notamment les jeunes générations que vous êtes, amenés à réfléchir sur des nouvelles organisations de la pratique médicale qui vont vous permettre de répondre à cette demande de soins liée à l'allongement de l'espérance de vie et aux maladies chroniques du vieillissement. J'ai pris 2 exemples. Le diabète est en train d'exploser à travers toute l'humanité. Vous avez ici, en rouge, vous voyez le nombre de diabétiques qui va doubler ou tripler, notamment dans les pays d'Asie, d'ici 2025 par rapport à 2000. Le diabète, aujourd'hui, bénéficie beaucoup de la télémédecine, car toutes les études, je n'ai pas le temps de vous les décrire, mais toutes les études qui ont été conduites et que vous pouvez retrouver dans la littérature internationale ont montré qu'en utilisant des outils de cette boutique numérique dont je vous ai parlé, en particulier ce qu'on appelle aujourd'hui les outils de la santé mobile, mobile health, les smartphones, les tablettes, permettent d'améliorer la prise en charge de ces patients. Et on voit aujourd'hui des résultats tout à fait intéressants et significatifs dans le domaine du traitement du diabète. Je suis néphrologue, comme l'a rappelé le professeur Charpentier. Je m'intéresse également à l'épidémiologie de l'insuffisance rénale. Vous voyez qu'aujourd'hui, dans tous les pays, et pas uniquement en Europe, on a une explosion du nombre de patients qui arrivent en dialyse ou en transplantation, du fait de cette maladie rénale liée au vieillissement. Nous avons 2 définitions de la télémédecine qui a été proposée par l'OMS. Alors c'est important, je vais vous demander un peu d'attention, car il y a 2 façons de faire la télémédecine. Il y a ce qu'on appelle la télémédecine clinique, et qui correspond en Europe et en particulier en France à la pratique médicale proche du patient. Il est vrai que la télémédecine crée une distance entre le médecin et le patient
par un dispositif qu'on appelle le dispositif de télémédecine. Mais quand on fait de la télémédecine clinique, on choisit des organisations et des pratiques qui font en sorte que le patient ne vit pas de façon, je dirais, trop négative cette distance entre le médecin et lui-même. Et pour l'avoir pratiqué depuis une bonne quinzaine d'années, si vous voulez, je peux vous dire que les patients, même les plus âgés, s'adaptent très très bien à ces nouvelles technologies. Et l'autre télémédecine, c'est la télémédecine informative. C'est-à-dire, c'est le transfert, c'est la circulation de données médicales pour permettre une meilleure coordination des soins entre les différentes professions de santé. Alors aujourd'hui, je dirais que la télémédecine informative ou e-health, e-santé, se développe surtout dans le nord de l'Europe et aux États-Unis, et la télémédecine clinique se développe surtout dans le sud de l'Europe, et en particulier en France, qui essaye de poursuivre, je dirais, sa tradition clinique, comme vous savez, qui a été créée il y a environ 2 siècles. Donc, la télémédecine clinique version française essaye de marier la médecine clinique traditionnelle avec cette révolution numérique, et je pense qu'on peut y arriver. Les expériences que nous avons aujourd'hui en France le démontrent. Alors, il nous faut, comme le disait tout à l'heure le précédent orateur, M. Loisance, il disait qu'il faut un nouveau paradigme dans la chirurgie cardiaque. Je pense qu'aujourd'hui, dans la prise en charge des maladies chroniques, il faut un nouveau paradigme. On est sorti de la maladie aiguë et on entre dans la maladie chronique. Et je pense que la télémédecine va contribuer, mais elle n'est pas seule, à créer ce nouveau modèle de prise en charge des maladies chroniques. Voici par exemple, je pense que le professeur Launois hier rappelait dans la session consacrée au vieillissement qu'il ne fallait pas créer trop d'hôpitaux gériatriques. Je pense qu'il a raison. Il faut aujourd'hui développer des organisations de soins à domicile, et la télémédecine peut tout à fait aider à la mise en place de ces organisations. En voici une. Vous avez d'un côté le patient qui est à son domicile et qui a des capteurs ou des outils numériques, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui permettent de recueillir un indicateur suffisamment robuste pour dire qu'un patient est équilibré dans son traitement ou équilibré dans sa maladie. Et vous avez de l'autre côté, vous avez un centre de télésurveillance qui permet, disons, de traiter ce qui remonte de chez le patient, des alarmes qu'on peut tout à fait graduer, et qui permettent aussi d'agir immédiatement s'il y a une anomalie qui survient. Par exemple, dans l'insuffisance cardiaque, eh bien aujourd'hui, on sait que ce type d'organisation a permis de réduire les hospitalisations, car le début de la décompensation cardiaque peut être prévenu, peut être diagnostiqué avant que le patient soit suffisamment grave pour aller dans les urgences hospitalières ou être hospitalisé. Et oui, entre les deux, entre le patient et le médecin, il y a ce qu'on appelle le dispositif de télémédecine qui tient compte du réseau numérique, des logiciels, des systèmes d'information, en fait des devices qui peuvent être à côté du patient. Bref, il y a tout un dispositif numérique qui permet le fonctionnement de cette organisation. Je dirais que la télésurveillance des maladies chroniques, dans toutes les grandes maladies chroniques, soit le diabète, soit l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, etc., eh bien, contribue aujourd'hui à changer complètement le mode de prise en charge des patients. Voici par exemple, disons, un mode de surveillance d'un patient qui a une hypertension artérielle. Vous voyez que le patient en bas à droite est acteur de sa propre surveillance. Il travaille sur un ordinateur, et vous avez en haut à gauche, vous avez l'infirmière qui reçoit les informations, et vous avez donc même le pharmacien qui est impliqué dans le réseau. Donc vous voyez que, et le médecin généraliste, bien sûr, le médecin traitant, le médecin de famille. Et vous voyez que
aujourd'hui, la télémédecine favorise la coopération pluriprofessionnelle. Et ça, c'est un des points caractéristiques de la télémédecine. Elle permet dans les maladies chroniques d'intégrer toutes les professionnels de santé qui ont une action à conduire chez ces patients. Et retenez que la télémédecine a une fonction d'éducation du patient tout à fait intéressante et elle a une fonction également apprenante pour les médecins par ce qu'on appelle les téléexpertises entre les médecins généralistes et les spécialistes. Ce pourrait être, cette diapositive est un peu ancienne, ça pourrait être aujourd'hui un smartphone ou une tablette. Ça vous montre l'évolution des outils, disons, dans ce domaine. Voici par exemple ce que permet aujourd'hui la télémédecine, c'est faire de la dialyse à distance. Le médecin n'est plus auprès du patient et on peut tout à fait réaliser des séances de dialyse à distance proches du domicile. Et aujourd'hui, bientôt, on reverra l'hémodialyse à domicile, disons, se développer grâce à la télémédecine. Le deuxième intérêt de la télémédecine, et c'est peut-être propre, disons, au problème français, mais je pense qu'en Chine, vous pouvez rencontrer ces mêmes problématiques, c'est la nouvelle collaboration entre les hôpitaux et avec ce qu'on appelle les unités de soins primaires. Voilà par exemple une organisation qui prend en compte un hôpital où se trouvent les spécialités, un CHU, un très gros hôpital, et qui souhaite garder des contacts avec les hôpitaux périphériques qui généralement reçoivent les patients quand ils arrivent en urgence. Et cette organisation permet aujourd'hui d'éviter des transferts de patients dans les hôpitaux universitaires ou les plus gros hôpitaux lorsque l'état du patient ne le justifie pas. Il y a un contact qui se fait entre le médecin de l'hôpital de proximité et le médecin spécialiste qui se trouve dans un CHU, ce qu'on appelle la téléexpertise, et qui permet de traiter le cas du patient et de savoir s'il faut ou non le transférer dans le plus gros hôpital. Également, c'est grâce à ce type d'organisation qu'on a pris en charge aujourd'hui les AVC. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons des traitements de l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, les patients qui ont cet accident et pour lesquels on fait le diagnostic d'un accident ischémique grâce à une IRM ou un scanner, peuvent bénéficier dans les 4h30 qui suivent l'apparition de l'accident d'un traitement par thrombolyse. Eh bien, vous voyez, aujourd'hui, grâce à la télémédecine, on peut offrir à des patients qui arrivent dans des hôpitaux périphériques où il n'y a pas de neurologue, mais qu'il y a une imagerie qui permet de faire le scanner cérébral, on peut organiser le soin et permettre à ces patients, avant d'être transférés dans ce qu'on appelle l'unité neurovasculaire, de bénéficier de ce traitement par thrombolyse. L'autre application de la télémédecine, c'est pour les soins primaires, et je sais qu'en Chine, vous développez aujourd'hui des centres communautaires, et il faudra probablement utiliser la télémédecine entre ces centres communautaires, qui sont des centres de premier recours, et puis les hôpitaux. Car le médecin de famille, ou le médecin généraliste aujourd'hui, dans la médecine moderne, comme on l'a rappelé tout à l'heure, avec le changement des connaissances tous les 12 ans, il est incapable de tout connaître. Il a besoin en permanence d'être en contact avec les spécialistes. Et la télémédecine permet aujourd'hui de lui offrir cette possibilité lorsqu'il est en difficulté dans un domaine cardiologique, domaine néphrologique, dermatologique. Il peut avoir de la téléexpertise avec les spécialistes, qu'ils soient à l'hôpital ou dans d'autres structures. Donc vous voyez que la télémédecine, son objectif aujourd'hui, dans ce vaste système, disons, nouveau, marqué par le vieillissement des populations et les maladies chroniques, c'est d'éviter les hospitalisations et d'essayer de traiter le plus souvent possible les patients âgés atteints de maladies chroniques à leur domicile. Et il y a bien sûr un retentissement sur le coût des prises en charge, puisque vous savez que les hôpitaux sont des lieux
qui coûtent de plus en plus cher, alors que parfois, on peut prévenir des hospitalisations à des coûts beaucoup moindres. Et la qualité de vie, bien évidemment, disons, en est améliorée. Quelles sont les recommandations, pour terminer, que je pourrais vous donner pour réussir un projet de télémédecine? Nous disons en France qu'il faut toujours partir sur un besoin. Il ne faut pas faire de la télémédecine pour de la télémédecine. Il ne faut surtout pas s'appuyer sur un outil nouveau et dire je vais faire de la télémédecine avec cet outil nouveau. Ça ne marche jamais. Donc il faut toujours que les professionnels de santé se concertent pour dire on veut améliorer un accès aux soins, on veut réduire des pertes de chance et donc on va utiliser la télémédecine pour améliorer cet accès aux soins. Il faut aussi écrire. Alors ça, c'est le conseil que nous donnons aux médecins français. Il faut écrire un projet médical de télémédecine. Il faut qu'il soit consensuel entre les différents professionnels de santé et que l'organisation nouvelle soit bien décrite. Il ne faut pas faire de télémédecine sur des organisations anciennes. Il faut aujourd'hui imaginer de nouvelles organisations et de nouvelles pratiques. Il faut bien sûr avoir un réseau numérique à débit suffisant. Et je sais qu'en Chine, actuellement, il y a un vaste programme de développement du réseau numérique qui vous permettra de faire de la télémédecine. Et il faut bien sûr, comme je l'ai dit initialement, il faut utiliser des outils numériques dans la boutique numérique que je vous ai cité tout à l'heure, qui correspondent à vos usages et à votre projet. Mais jamais l'inverse. Ne prenez jamais un outil si vous n'avez pas de projet. En conclusion, je dirais que la télémédecine est capable de fournir un meilleur accès aux soins, particulièrement chez les sujets âgés, réduire les pertes de chance. Je vous ai cité l'AVC, c'est un fait. Aujourd'hui, les gens qui ont un AVC ont des pertes de chance réduites parce qu'ils peuvent accéder à un traitement par thrombolyse. Ça permet des collaborations nouvelles entre les différents professionnels de santé, car la maladie chronique n'est pas uniquement un problème de prise en charge par les médecins, mais également par les autres professionnels de santé, que ce soit les infirmiers, les pharmaciens, les kinésithérapeutes. Et puis, la télémédecine rend le patient acteur de sa propre santé, et il est bien au centre de la prise en charge. Je vous remercie. Merci beaucoup Pierre. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Pierre Simon? J'ai une question. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? J'ai beaucoup apprécié votre présentation. Vous m'avez appris beaucoup de choses. Parce que vous avez parlé de télémédecine. Moi, je suis chirurgien. Et nous utilisons également les câbles pour faire les téléchirurgies, les opérations. Je sais que la première opération d'excision biliaire a été réalisée par les médecins français et les Américains. Donc, puisque vous travaillez dans la télémédecine, j'aimerais savoir qu'en pensez-vous sur la téléchirurgie en France? Pourriez-vous nous dire ce que la France a réalisé à ce sujet et ce que le reste du monde a réalisé à ce sujet? Merci. Oui, merci de votre question. Donc, vous faites allusion à l'expérience Lindbergh qui a réalisé le professeur Maresco entre New York et Strasbourg. Effectivement, ça a été une première. Aujourd'hui, je dirais que le problème de la téléchirurgie est double. Le premier, c'est le problème, c'est pas un problème. Je dirais l'application de la télémédecine en chirurgie est double. Le premier, c'est que il y a aujourd'hui probablement plus à développer, je dirais, les robots téléguidés pour les actes chirurgicaux. Et je pense que le professeur Maresco à Strasbourg développe beaucoup cette application. Et puis il y a l'autre aspect qui commence à émerger en France, c'est de permettre la sortie plus rapide des malades de l'hôpital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'actes chirurgicaux qui
où les patients restent à l'hôpital pour une surveillance supplémentaire de 48 heures. Et aujourd'hui, on va pouvoir proposer à certains actes opératoires, comme la résection de prostate, comme la chirurgie de la hanche, de pouvoir les traiter comme de la chirurgie ambulatoire en assurant la surveillance post-opératoire à domicile. Merci Pierre. Mon voisin avait peut-être une question. Bon, J'ai une petite question. Dans la télémédecine, je me demande sur le point étatique, peut-être il faut bien garder l'organisation en ordre. Alors en France, comment vous travaillez de l'organisation en bon ordre en faisant la télémédecine? France est un pays très administré et donc pour encadrer l'exercice de la télémédecine, il y a une loi et il y a eu un décret d'application pour la mise en œuvre. Et donc aujourd'hui, les professionnels de santé, lorsqu'ils développent des organisations nouvelles de télémédecine, doivent répondre aux critères, disons, réglementaires de la télémédecine. Pierre, moi, si je peux te poser une question, let us have a dream, comme on dit en globish. Pourquoi pas imaginer un jour un ordinateur géant qui possède tous les MOOC, les Massive Open Courses, plus, grosso modo, tous les 2 500 000 papiers médicaux publiés tous les ans. Plus l'homme connecté avec la machine. Tout le monde sait qu'on peut connecter un homme sur la machine. La machine peut interroger le malade sans problème, peut lui faire des diagnostics. À la limite, la machine peut même prescrire un traitement, en référer à la caisse de sécurité sociale pour inscrire ces examens, et à la limite, éliminer pratiquement le médecin de recours. Preuve en est, c'est qu'en France, à l'heure actuelle, je ne sais pas si c'est vrai en Chine, en consultation à l'heure actuelle, un malade sur 2 vient avec un dossier Internet sous le bras, et la consultation consiste en fait à démonter ce que le malade avait sous Internet sous le bras, qui est faux, et de faire le diagnostic. Donc c'est un changement complètement euclidien de la relation homme-malade. Donc est-ce qu'on pourrait imaginer au bout du chose, c'est-à-dire une médecine totalement informatique, avec un référence de type CHU, mais une disparition du premier recours? Alors, il y a plusieurs questions dans ta remarque. Donc je dirais que la première remarque, ce sont la question des big data. Il est vrai qu'aujourd'hui, dans le champ de la télémédecine, on recueille énormément d'informations par les devices d'ailleurs, et qu'il y a une démarche pour mieux connaître probablement certaines maladies grâce au retraitement, disons, par les big data. C'est d'ailleurs ce que Google et Apple ont proposé récemment de faire. Le deuxième, c'est éviter les soins primaires. Donc, si je comprends bien ta question. Alors là, je pense que tout peut se faire, bien évidemment, mais c'est une décision de stratégie, je dirais, de politique de santé. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut supprimer ce stade de soins de premier recours? Les études épidémiologiques ont montré que les pays qui n'avaient pas de structure de soins de premier recours avaient des mortalités précoces plus élevées que ceux qui avaient des soins de premier recours. Merci Pierre. S'il n'y a pas d'autres questions. Ah si, il y a des questions. Madame. Bonjour, professeur. Bonjour, professeur. Je m'intéresse beaucoup à votre présentation. Je suis étudiante de médecine, je viens de Dalian. Dans les grands hôpitaux chinois, nous avons déjà établi une alliance médicale, c'est-à-dire que les hôpitaux de niveau secondaire ou de niveau provinciaux ou de cantonais se sont liés en des alliances. Et on a fait de nouvelles explorations parce que pour faire face au vieillissement de la population, nous sommes en train d'explorer d'autres possibilités, c'est-à-dire que créer des alliances entre la bonne qualité des hôpitaux avec les maisons de retraite ou les maisons de pensionnaires. Et vous nous avez présenté la télémédecine domestique, c'est-à-dire que de permettre au patient de rester chez lui. J'aimerais savoir comment la France a fait pour réaliser cela. Oui, alors je dirais... Aujourd'hui, il y a eu depuis, mettons, 10 ans, beaucoup d'études
Votre question, c'est que je commente les soins à domicile. C'est bien cela. C'est pas que je commente la télémédecine entre les établissements. Oui. Hein? Les maisons de retraite. Voilà. Donc nous avons aujourd'hui, si vous voulez, un vaste programme de déploiement de la télémédecine dans les maisons de retraite, hein, ce qu'on appelle les établissements pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD. Et effectivement, comme ces pensionnaires de maisons de retraite sont de plus en plus âgés et ont des maladies chroniques, donc il fallait, disons, remédicaliser en quelque sorte ces maisons de retraite. Donc la télémédecine fait partie des priorités nationales qui sont en train de se développer dans les maisons de retraite. Alors, je vous ai dit que la France est très administrée. Elle a mis en place une stratégie nationale pour 5 ans, disons en 2011, qui a été repris par le gouvernement suivant et qui consiste à développer 5 projets, 5 applications de télémédecine. La téléradiologie, dont je n'ai pas parlé, mais qui est aujourd'hui une application, je dirais, mondiale. Hein. Le télé-AVC, dont j'ai parlé. La télémédecine dans les prisons aussi, car nous avons vu que l'accès aux soins des prisonniers était très inégalitaire en fonction des prisons. Et donc la télémédecine à domicile pour surveiller les maladies chroniques. Et donc, c'est aujourd'hui l'insuffisance cardiaque, le diabète et l'insuffisance rénale qui ont été choisis. Et puis, la télémédecine dans les structures dites médico-sociales, avec en particulier les maisons de retraite. Merci Pierre. Il y a, je crois, une dernière question peut-être. Une dernière question? Non? Non. Merci en tout cas pour aussi la première diapositive qui était la plage entre Ploumana et Perros-Guirec. Et vous avez tout intérêt à venir parce que Pierre est un Breton. Merci. Et venez tous en Bretagne à mi-chinois.